Bon, ben, bonjour tout le monde. On va débuter ce premier webinaire de la Résilience. Merci à vous tous d'être présents à ce premier webinaire. Pour information, là, aujourd'hui, il y a autant des chargés de projet de différents organismes de bassin versant, des représentants de municipalités, des entreprises privées, des ministères et des organismes environnementaux qui sont présents. Merci de votre participation. Je me présente, Marc-André Demers, je suis l'animateur de la Résilience, ce projet ouvert au BVQ sur l'adaptation au changement hydroclimatique. Peut-être quelques détails techniques pour commencer. D'abord, ce webinaire va être enregistré et rendu disponible par la suite sur la plateforme YouTube Les OBV du Québec, ainsi que sur le site web de la Résilience pour ceux qui voudraient le visionner à nouveau. Également, les questions seront prises à la fin. Il y a deux façons essentiellement pour poser des questions à la fin, soit par le chat que vous voyez en bas à droite, ou encore en activant votre microphone suite à une prise, à une main levée, avec le petit bonhomme indiquant sa main levée. On va gérer ici et modérer les questions à la fin de la rencontre. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas aussi à avoir recours au chat ou encore à contacter là, en message privé Antoine Verville 2. Donc, la résilience, peut-être rapidement, c'est quoi? Ben, c'est une communauté de pratique en adaptation au changement hydroclimatique. Pourquoi ce projet-là? Ben, c'est pour s'entraider, en fait, permettre là, aux différents chargés de projet, conseillers municipaux, aux différents professionnels qui recherchent là, des solutions innovantes aux problèmes complexes que pose ceux de l'adaptation au changement climatique. Et comment on tente de réaliser ça? Ben, c'est en faisant comme aujourd'hui une série de webinaires. On a également un congrès sur les inondations qui s'en vient le 1er février. On fait des formations également, des conférences. On met à la disposition là, de tous les intéressés par la résilience ces ressources-là via notre site web essentiellement. Un petit mot sur le projet sous les pavés. À la blague, moi je voyais un peu du slogan de mai 68 sous les pavés, les plages. Vous allez comprendre un peu, là, je dirais maintenant peut-être sous les pavés, les potagers. Ce projet-là avait retenu mon attention, là, particulièrement pour ses similitudes ou ses parallèles qu'il avait à présenter avec la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Notamment la reconnaissance des savoirs citoyens, qui me semble être au cœur de ce projet-là, la globalité de la réflexion, bien que l'action soit dans le local, ainsi le fait qu'on soit dans un monde où les interventions ne sont pas seulement techniques dans le bâti, mais aussi dans l'humain, dans la société, dans le renforcement de ces capacités-là. Donc, je vais vous présenter maintenant notre première conférencière, Odile Craig. Odile Craig est urbaniste de formation, travaille au Centre d'écologie urbaine de Montréal depuis 2012 où elle développe et fait la promotion de l'urbanisme participatif et de ses outils. Elle a été impliquée là, dans différentes démarches de revitalisation urbaine et est présentement là, chargée de projet et de développement. Je vais maintenant lui céder la parole pour la conférence. Merci Marc-André. Donc effectivement, le fameux slogan de mai 68 nous a beaucoup inspiré pour développer le projet sous le nom du projet Sous les pavés d'ailleurs. Je vais éteindre ma webcam pour la présentation, mais je vous reviendrai à la période des questions. Donc, je vais vous présenter le Centre d'écologie urbaine, la problématique à l'origine du projet Sous les pavés, le projet et ses composantes, comment on veut s'y prendre pour développer un projet sous les pavés, puis les résultats escomptés de ce projet-là. Donc, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1996 par des citoyens engagés du quartier Milton Park dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal où nous sommes toujours. Ce qui nous guide en fait, c'est de faire en sorte qu'on tend vers une ville à échelle humaine qui est génératrice pour agir sur les défis actuels des villes, hein, parce qu'on sait que en 2050, 4 personnes sur 5 vivront dans une métropole, donc on a intérêt à imaginer, à développer une ville davantage axée sur l'humain et ses besoins. Pour nous, cette fameuse ville à échelle humaine-là se déploie dans l'espace public
Principalement, c'est vraiment notre champ d'intervention. On souhaite faire en sorte qu'on tend vers l'échelle humaine dans l'espace privé aussi, mais pour nous, l'espace public, c'est vraiment le meilleur moyen d'engager les citoyens dans la transformation de cette ville à échelle humaine. Donc, pour nous, la ville à échelle humaine regroupe, je dirais, ces 6 aspects-là. Grosso modo, on veut que la ville soit inclusive, qu'elle soit aménagée pour tous, donc pas seulement que pour les voitures, qu'elle soit sécuritaire, donc pour l'ensemble des conditions de déplacement, l'ensemble des conditions individuelles et collectives aussi, donc que les transports actifs et collectifs soient efficaces et supportés par des aménagements appropriés. On souhaite qu'elle soit écologique et donc, pour nous, une ville écologique, c'est pas seulement que faire du verdissement, c'est vraiment des espaces verts qui fournissent des services écologiques à la ville. On la souhaite enracinée, c'est-à-dire que on souhaite s'appuyer sur l'histoire des lieux, sur les goûts et les priorités et les besoins des collectivités. Nous ne souhaitons pas faire une ville à échelle humaine qui est générique, mais qui est bien enracinée dans le milieu dans lequel elle se déploie. Elle est engagée, donc évidemment, la communauté est activement impliquée dans le devenir de son quartier, de son milieu de vie. Et finalement, la qualité de vie, c'est un petit peu l'idée qu'on veut penser à long terme. On veut que les actions qu'on pose permettent de soutenir cette idée-là de la ville à échelle humaine dans un horizon de plusieurs décennies. Donc, des actions concrètes à différents niveaux d'intervention, mais qui portent des changements pérennes. Donc, pour nous, l'écologie urbaine, hein, on pourrait croire, souvent on se fait aborder, ouais, vous, au centre d'écologie urbaine, quels animaux vous protégez dans la ville? En fait, pour nous, on ne se porte pas à la défense là, de certains aspects des milieux naturels, mais pour nous, l'écologie urbaine, c'est quoi? C'est un écosystème qui est construit par l'humain et dans lequel, dans le fond, il y a une interdépendance entre l'environnement, les individus, la société, l'économie, la gouvernance. Et donc, on souhaite mettre l'être humain au cœur de l'ensemble de ces composantes-là. Donc, notre approche, c'est vraiment de favoriser la conjugaison entre les savoirs citoyens et professionnels. Donc, les citoyens sont vraiment les experts des problèmes vécus et des besoins dans leur milieu. Ils arpentent leur quartier, ils marchent, ils échangent avec leurs voisins. Donc, les citoyens sont une source inestimable vraiment de données qui peuvent servir aux professionnels de l'aménagement et des experts des solutions techniques pour les enrichir et s'assurer que les aménagements qu'on développe dans nos villes vont répondre aux besoins du milieu et seront des investissements porteurs et rentables en termes de réponse aux besoins. Donc, notre expertise, grosso modo, là, c'est sur 3 champs d'intervention, je pourrais dire, donc tout ce qui concerne l'aménagement favorable à la mobilité active, le budget participatif, donc comment dédier une partie d'un budget municipal ou d'une organisation au vote des citoyens. Et finalement, l'urbanisme participatif, qu'on pourrait peut-être traduire par de la planification participative des espaces qu'on retrouve dans les villes, finalement. Notre terrain de jeu, bien, on travaille un petit peu partout au Québec. Depuis, je vous dirais, 2011, on travaille dans différentes municipalités et régions du Québec, tant pour des services conseils que nous offrons que de la formation ou des projets qui sont plus des projets d'innovation. Nous travaillons aussi avec des organisations en Ontario et à Calgary. Et donc, on partage aussi certaines de nos expertises avec des organisations même à l'étranger et aux États-Unis.
Donc, le projet Sous les pavés, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est tout simple, c'est vraiment de déminéraliser, donc enlever les surfaces imperméables à la main et de manière participative 12 sites dans 6 régions du Québec d'ici 2020. Le but, c'est d'engager les citoyens à s'adapter au changement climatique par des pratiques inspirantes de déminéralisation à la main. Donc, c'est un projet qui est financé par le Fonds vert dans le cadre du programme Action Climat, là, qui découle évidemment du plan d'action du gouvernement du Québec sur les changements climatiques. Donc, mais pourquoi sous les pavés? Pourquoi justement déminéraliser à la main des espaces? En fait, l'urbanisation pratiquée en Amérique du Nord depuis plusieurs décennies génère des espaces minéralisés qu'on pourrait dire imperméables, ça pourrait être un synonyme, par les bâtiments, les routes, les stationnements. Et cette imperméabilisation-là du sol va venir contrecarrer le cycle naturel de l'eau. Parce qu'on voit bien que dans un milieu naturel qui est non urbanisé, ben, l'eau va quand même s'évaporer à 40% dans l'atmosphère. Il y en a 10% qui va ruisseler. Et ensuite, on va avoir une infiltration peu profonde et une infiltration profonde de l'eau. L'infiltration profonde de l'eau, c'est ce qui permet de recharger la nappe phréatique. Tandis qu'en ville, où on a, dans une ville dense, on va avoir à peu près 70% du territoire qui va être composé de surfaces imperméables, d'asphalte, de béton. Ben, là, on va avoir une augmentation significative de l'eau de ruissellement, finalement. Et cette eau-là de ruissellement, ben, il faut la traiter. Et donc, on recharge moins la nappe phréatique. Ça amène une tonne de problèmes qu'on va voir un peu plus loin. Et d'ailleurs, c'est admis, l'Université de la Colombie-Britannique, non, en fait, pas l'université, le ministère de l'eau, de l'air et des sols de la Colombie-Britannique, dans une étude, parlait qu'à partir de 10% de la surface imperméabilisée sur le territoire d'un bassin versant, la dégradation des écosystèmes s'amorce. Donc, imaginez quand on est dans un milieu dense où on a 70% des surfaces d'un territoire qui sont imperméables. Donc, quand je parle de cycle de l'eau en ville, on parle finalement de milieux urbanisés, suburbains, urbains, des villes centrales, mais aussi des petites municipalités qui ont des pratiques d'urbanisation et des règlements qui ne favorisent pas davantage finalement une meilleure gestion des eaux. Donc, c'est un petit peu le constat, c'est qu'on a un territoire urbain qui est très minéralisé, en partie responsable par notre mode de développement urbain, par des règlements d'urbanisme qui parfois aussi ne favorisent littéralement les surfaces imperméables. On n'a qu'à penser, par exemple, aux normes minimales de stationnement dans les règlements de zonage. Il y a même encore des règlements de zonage au Québec qui n'imposent pas de normes maximales d'espace de stationnement. C'est-à-dire que pour un usage, c'est presque un bar ouvert, là, finalement, en nombre d'espaces de stationnement. Donc, ça génère des espaces comme on voit ici le marché central à Montréal, où on a en plus une utilisation très inefficace de ces espaces-là qui sont occupés seulement quelques heures par jour durant les ouvertures des magasins. Et évidemment, on a créé ce mode de vie-là. Et donc, on a une demande sociale qui favorise encore le pavé, finalement. Et quand je parle de demande sociale, je parle des citoyens, je parle des citoyens corporatifs, des développeurs immobiliers. Donc, je vous ai mis l'article Saint-Léonard, le pavé de la discorde. Allez voir cet article-là, c'est sorti en 2017. Des citoyens de l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal qui se sont rendus compte finalement qu'ils étaient en infraction avec le règlement municipal, car le promoteur avait, c'était probablement mal informé des règlements, mais avait finalement pavé l'ensemble de la cour avant du projet immobilier. Et donc, c'est là qu'on voit, il y a une demande sociale pour des espaces pavés finalement, mais il y a comme un choc aussi sur la planification de la ville, sur quoi on veut s'en aller. On a à combattre finalement cette surprolifération-là d'asphalte et de pavés.
Donc, on le voit, c'est juste une image vaut mille mots ici, hein. On est dans les promenades de l'Outaouais. On voit à quel point nos villes sont minéralisées. On a très peu d'arbres, hein. On a très peu justement d'évapotranspiration dans un secteur comme celui-là. Ce sont toutes des eaux de ruissellement qu'on doit gérer. Les changements climatiques, j'imagine que vous êtes pas mal tous à l'affût, hein, de cet enjeu-là. Donc, je vous ai parlé, on a la minéralisation des sols, l'imperméabilisation des sols. Puis finalement, les changements climatiques viennent rendre le problème pire, finalement, parce que l'augmentation des gaz à effet de serre entraîne des perturbations climatiques qui vont s'accentuer. Et là, c'est des prévisions du groupe Ouranos et du GIEC. Donc, grosso modo, c'est des prévisions pour le Québec. Donc, tout dépendamment des saisons, on va avoir des augmentations, parfois de cumul de précipitations. Parfois, ça va être des précipitations plus abondantes et extrêmes dans un court laps de temps. Donc, ce sont vraiment des scénarios avec lesquels on va devoir jongler et s'adapter. Par ailleurs, concernant les changements climatiques, on sait qu'en 2012, les dommages causés par l'eau représentaient 50% des réclamations d'assurance résidentielle selon le Bureau d'assurance du Canada, hein, qui est comme l'association qui représente la majorité des assureurs de dommages, donc habitation, auto, entreprise. Et donc, c'est très intéressant de voir que le Bureau d'assurance du Canada s'est inscrit comme lobbyiste pour adresser ou mettre à l'agenda cette question-là des changements climatiques en levant le drapeau puis en disant attention, là, les décideurs, on doit s'adapter aux changements climatiques. Notre industrie, finalement, en pâtit. Donc, il faut moderniser, renforcer les installations existantes, il faut sensibiliser les citoyens, il faut que les gouvernements agissent. Donc, on voit que la question des changements climatiques puis de la gestion des eaux concerne finalement différents acteurs dans la société qui contribuent à cette sensibilisation-là et à l'accélération de l'adaptation au changement climatique. Donc, comme on le voit bien, hein, finalement, en résumé, ce que je veux dire par là, c'est que on avait déjà un problème de gestion des eaux avec la minéralisation des sols, et là, les changements climatiques viennent accentuer nos enjeux. Donc ici, c'est un petit peu une synthèse finalement des impacts des changements climatiques et de l'urbanisation. Donc, je les énumérerai pas tous, mais on peut voir que quand on a 55% de l'eau qui ruisselle sur le sol, ben on a des égouts saturés parce que nos égouts n'ont pas été conçus pour les régimes de précipitation des changements climatiques et parfois ça ne suit pas non plus l'urbanisation. Donc, on a des refoulements et des inondations tant dans les rues que dans les édifices. Ah, ici, pardon, dans la deuxième case, j'ai oublié d'inscrire rue. En fait, la deuxième case, c'est des inondations dans les rues. Donc, on voit bien que ça amène des conséquences et des impacts tant sur les citoyens, les gouvernements, que sur l'environnement. Ah, donc, évidemment, l'augmentation des poursuites auprès des municipalités, la détresse psychologique, les problèmes liés à l'apparition de moisissures, par exemple. Donc, il faut gérer les infrastructures quand il y a des problèmes comme ceux-là. Évidemment, toute la question du ruissellement dans les cours d'eau, on est bien à l'affût, évidemment, des problèmes de dégradation des milieux naturels qui vont engendrer finalement des pertes économiques reliées à la diminution de la fréquentation et du tourisme, par exemple. On peut parler aussi des coûts plus élevés de production d'eau potable parce que notre eau qui ruisselle, elle est contaminée et on doit la traiter. D'ailleurs, le fait qu'il y a l'eau de ruissellement a un faible niveau de contaminant. Et malheureusement, c'est ce qui demande finalement, c'est ce qui est le plus difficile à traiter pour les usines d'épuration des eaux. Donc, on doit ajouter davantage de produits chimiques et ça augmente le coût
de traitement des eaux usées. Et finalement, la minéralisation des sols, ben, dans certaines régions du Québec, on a des zones où on a des sols qui sont plus argileux. Et ces sols-là sont particulièrement vulnérables à l'assèchement dû à la minéralisation. Donc, ça engendre des coûts pour les propriétaires de bâtiments, mais aussi pour les gouvernements là, dans l'entretien des rues et des infrastructures. C'est juste des belles images qui nous démontrent un petit peu les enjeux, tant des inondations dans nos espaces publics, la qualité de l'eau, des refoulements qui se retrouvent dans les milieux récepteurs, puis les impacts sur le milieu aquatique. Donc, le projet Sous les pavés, hein, qui vise à répondre un peu à cette problématique-là, grosso modo, la cible du projet, c'est la réalisation de 12 sites désasphaltés dans 6 régions du Québec. Le but, c'est d'enlever 100 mètres carrés d'asphalte sur un site lors d'une corvée festive de dépavage qui implique la communauté. On travaille sur des terrains publics ou à vocation communautaire, que les gens fréquentent, qu'ils aiment. Le projet est réalisé grâce à la contribution des bénévoles et des partenariats publics et privés locaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a des dons et des contributions des différentes organisations sur les territoires. Et les citoyens et les utilisateurs des sites sont consultés pour qu'on s'assure que ces sites-là répondent à leurs besoins et qu'ils soient utilisés. Le projet Sous les pavés, en fait, on s'est inspiré du projet Deep Pave Paradise qui est mené par Green Communities Canada depuis 2012. Green Communities Canada est une organisation basée à Peterborough, en Ontario, et qui travaille un peu partout au Canada. Ils se sont eux-mêmes inspirés du programme Deep Pave provenant de l'Oregon aux États-Unis. Donc, le projet Deep Pave Paradise, c'est 29 sites, 15 villes, 5 provinces. Une quantité quand même importante d'asphalte enlevé, hein, surtout quand on pense que c'est 100 mètres carrés environ par site. Et ce sont nos partenaires, un de nos partenaires dans ce projet, donc Green Communities Canada, avec qui on collabore pour le développement de nos outils de formation et de soutien, toute la question de l'évaluation du projet aussi, et tout simplement de collaborer à rendre ce mouvement-là plus large ou plus répandu au Canada, en tout cas dans les provinces ou dans les communautés francophones. Pour le projet Sous les pavés, on s'est allié avec le Réseau québécois de revitalisation urbaine intégrée ainsi que le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, donc il me manque un mot ici, les conseils régionaux de l'environnement du Québec, le RNCREQ. Pourquoi s'être allié avec ces deux organisations-là? Parce que nous, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, on fait des projets terrain. Mais on travaille un peu partout au Québec. On est souvent en appui à des organisations et ça ne faisait pas de sens pour nous d'être les leaders des projets sous les pavés localement. Donc, le partenariat avec ces deux organisations-là, c'est de rejoindre des organismes et de travailler avec des organismes, donc des CRE ou des démarches de revitalisation urbaine intégrée, qui ont déjà des contacts dans le milieu, qui ont déjà des antennes et qui sont légitimes finalement de réaliser un projet sous les pavés. Donc, par le biais de ces deux réseaux-là, nous avons développé des partenariats avec des organismes dans chacune des régions du Québec. On travaille avec la firme Enviro 3D Conseil pour tout ce qui est analyse de sol, le CIREG et le CIROD, qui sont des centres de recherche pour toute la question de l'évaluation du projet. Et donc, nous avons 7 partenaires locaux qui sont des CRE ou des RUI dans les 6 régions du Québec. Donc, les partenaires pour chaque site, outre le porteur du projet, qui sont une des 7 organisations,
Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est des projets qui impliquent la municipalité, des entreprises, des entrepreneurs, des organismes communautaires du territoire qui peuvent fournir des services, du matériel et des heures de bénévolat pour réaliser les projets. C'est-à-dire que nous, on offre via Action Climat une subvention qui permet une coordination locale à l'intérieur des 7 organismes. Et ces 7 organismes-là doivent ensuite aller chercher des dons et des contributions ou des financements complémentaires pour réaliser le volet technique, logistique du projet. Donc, un projet sous les pavés, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a 4 composantes ou caractéristiques d'un projet sous les pavés. On va les voir un à la suite de l'autre. Donc, pour nous, c'est vraiment un projet de démonstration. C'est-à-dire que le but, c'est de favoriser l'émergence de solutions novatrices d'aménagement physique, carrément. Donc, on pourrait dire des mini-projets pilotes. Donc, de montrer que les infrastructures vertes sont des solutions pertinentes de gestion durable des eaux pluviales qui sont complémentaires avec les infrastructures qu'on pourrait appeler grises, qui sont le réseau d'aqueducs, d'égouts, de traitement, d'épuration des eaux. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de remplacer les infrastructures grises par les infrastructures vertes, mais on sait que notre réseau d'infrastructures grises est saturé et vieillissant par moment. Donc, l'idée, c'est de compléter avec des infrastructures vertes. Les infrastructures vertes s'attardent à la qualité de l'eau qui ruisselle, à la qualité des milieux récepteurs, contrairement aux infrastructures grises qui, elles, visent vraiment uniquement à évacuer le plus rapidement possible des espaces, des villes, l'eau qui ruisselle. Donc, c'est de démontrer que les infrastructures vertes, c'est possible et que c'est une manière de tendre vers une gestion plus durable des eaux pluviales. Évidemment, c'est un projet d'action communautaire. Tout à l'heure, je le disais, c'est des activités festives et participatives de dépavage. Les expériences canadiennes et américaines nous démontrent que les activités participatives de dépavage sont émotionnellement convaincantes, puis elles permettent de sensibiliser le public, de mobiliser les commanditaires, les médias, les décideurs, pour mettre en place des mesures similaires et mettre à l'agenda la question de la gestion durable des eaux de pluie et des changements climatiques. Donc, il y a une grande importance au projet. Ce n'est pas juste des aménagements physiques, le projet sous les pavés. C'est un projet aussi d'éducation et d'engagement des décideurs. Donc, on souhaite évidemment sensibiliser par différents outils et moyens les décideurs, les élus, tout au cours du projet. Donc ici, on voit tant les élus qui mettent la main à la pâte pour enlever l'asphalte, mais qui sont contributeurs du projet du début à la fin et qui participent à l'inauguration. Donc c'est vraiment d'amorcer un changement des pratiques ou amorcer un changement de vision. C'est un projet d'urbanisme participatif finalement parce que pour nous, c'était vraiment indéniable en commençant le projet sous les pavés qu'il y allait avoir cette composante-là de planification participative du site. Et c'est probablement ce qui distingue le plus le projet sous les pavés du projet Deep Pave Paradise de Green Communities Canada. Donc, c'est la question des changements climatiques dans la sensibilisation, mais c'est aussi d'impliquer les citoyens et les utilisateurs dans le processus de planification des sites, tant de l'identification des besoins pour le site que dans le développement des solutions d'aménagement. On veut que les gens soient contents, qu'ils utilisent le site et qu'il soit utile, ce site-là, une fois réaménagé. On a élaboré un processus en fait en 6 phases qui ressemble beaucoup à notre processus d'urbanisme participatif, je dois dire, mais qui comprend des éléments plus techniques reliés à la planification d'un site sous les pavés. Donc évidemment, là, chacune des phases parfois vont se chevaucher, c'est pas tout à fait linéaire, hein, parfois il y a un chevauchement des étapes.
Donc, grosso modo, je vous montre rapidement pour nous comment on fait un projet sous les pavés du début à la fin. Donc, la phase démarrée, c'est vraiment la recherche d'un site, ce qui est probablement une des étapes les plus longues de ce projet-là, d'établir une entente avec le propriétaire et d'obtenir les autorisations nécessaires pour réaliser le projet. C'est aussi une étape où on va faire un genre de mapping des acteurs ou de cartographie des acteurs, c'est-à-dire comme il y a une forte composante mobilisation, sensibilisation et éducation, on veut avoir un portrait global des acteurs qui sont présents, comment ils vont être touchés par le projet et comment on peut les influencer ou du moins les impliquer dans le projet. C'est aussi une étape où on va faire la recherche sur l'historique du site pour s'assurer qu'il est convenable là, au niveau des contaminants dans le sol, donc que le site peut accueillir un projet sous les pavés. Dans la phase comprendre, on est vraiment dans le diagnostic du site. C'est de voir un petit peu comment se comporte l'eau sur le site. D'ailleurs, il y a certains sites là, probablement qui vont être réalisés où déjà il y a une problématique de rétention des eaux et de gestion des eaux sur le site. Ça arrive. Donc, une analyse à savoir comment l'eau se comporte. On fait des tests d'infiltration pour voir quel est le type de sol aussi, ce qui va avoir un impact sur les aménagements réalisés. Et on commence dès maintenant à questionner le propriétaire sur ses besoins pour le site et à chercher déjà des dons et contributions pour la réalisation du projet. Dans la phase explorer, là, c'est vraiment d'identifier les possibilités d'aménagement, mais aussi de raffiner le diagnostic avec les citoyens et les utilisateurs du site. C'est une étape aussi où on va faire un atelier de sensibilisation et d'information sur la gestion durable des eaux de pluie, la problématique de minéralisation des sols et des changements climatiques. On fait un exercice de vision avec les citoyens. Et ce sont toutes des données qui vont nous permettre de développer des plans pour l'aménagement du site. Ces plans-là sont ensuite validés le plus possible, encore une fois, de manière intersectorielle ou participative. Le but, c'est d'enrichir les solutions qui ont été développées par le professionnel responsable de la réalisation des plans. C'est une étape aussi où on boucle le budget, on fait un plan d'entretien pour l'espace et on commence à planifier nos activités de plantation, de dépavage d'abord et de plantation. Donc, agir, c'est de réaliser le dépavage à la main et de planter les végétaux lors d'activités festives. Donc, c'est vraiment de planifier toutes les étapes logistiques de santé, sécurité, d'activité pour réaliser l'activité de dépavage et de plantation. On va beaucoup focuser sur inviter les médias, les invités de marque, photos, vidéos, recruter les bénévoles. Donc, ce sont des activités qui vraiment sont très intenses dans un court laps de temps. Et finalement, inaugurer, donc c'est important, c'est un projet d'action communautaire. On a impliqué des gens qui ont donné du temps bénévolement ou des ressources. Donc, on célèbre les aménagements réalisés et on remercie les contributeurs et les partenaires du projet. On invite les médias encore une fois. On installe une plaque d'identification sur le site qui permet d'informer les visiteurs des retombées du projet et des objectifs du projet. Et on fait évidemment, je dirais que la sixième phase, l'évaluation, elle est continue, c'est-à-dire qu'on évalue tant le processus que les résultats du projet. Donc, pour nous, on travaille beaucoup au Centre d'écologie urbaine avec une évaluation évolutive. Donc, on tente de s'ajuster au fur et à mesure du projet. Donc, ces phases-là, finalement, ce sont les 7 organismes à travers le Québec qui vont réaliser le projet. Et nous, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, on est en soutien auprès d'eux dans le transfert d'expertise et de soutien. Peut-être avant de parler des impacts généraux du projet,
J'aimerais simplement dire qu'on tente avec ce projet-là aussi de travailler dans des secteurs des villes qui sont soit très minéralisés, donc on peut le voir avec les îlots de chaleur par exemple, ou qui ont beaucoup de ménages à faible revenu. Pourquoi? Parce que ces secteurs-là, tant pour des raisons sociales qu'environnementales, sont moins adaptés au changement climatique. Donc, ils sont plus vulnérables au changement climatique. Donc, on tente le plus possible de travailler sur des sites dans des secteurs défavorisés ou très minéralisés. Donc, les impacts généraux du projet, c'est évidemment de réduire les surfaces imperméables et le volume d'eau de ruissellement qui est envoyé aux égouts, bien que ce soit des petites superficies quand même, 100 mètres carrés, il y a tout un objectif de démonstration aussi. C'est de sensibiliser les citoyens et les décideurs aux enjeux hein, qu'on a parlé, là, qui est relié aux surfaces imperméables et au changement climatique et aux solutions possibles. On veut créer des espaces chaleureux, fonctionnels et durables. Hein, donc, encore une fois, la notion d'espace public, de ville à échelle humaine. On veut laisser des espaces qui vont être intéressants pour la communauté. Et on veut mobiliser et développer le pouvoir d'agir des citoyens à agir sur les changements climatiques à travers la planification urbaine participative. Donc, cette manière-là de planifier les projets permet de contaminer et de former davantage de personnes qui pourront par la suite réaliser d'autres projets sous les pavés dans leur milieu. Donc, le but, c'est de faire des petits et de consolider les capacités donc des communautés. Donc, les résultats escomptés en termes plus environnementaux, je peux dire ça comme ça, c'est vraiment de réduire les surfaces asphaltées, on va le calculer en termes de mètres carrés. Les eaux absorbées et non envoyées aux égouts aussi, donc on est capable de calculer là, donc combien d'eau on a dans le fond géré à même le site. La pollution des eaux pluviales aussi qui a été prévenue. On s'inspire d'une charte d'Environnement Canada pour ce faire. Le nombre d'arbres et d'arbustes plantés. Évidemment, la revue de presse, le nombre de bénévoles, les heures de bénévolat qui sont considérables et les contributions en nature ou en espèces pour la réalisation du site. Donc, les contributeurs publics et privés. Dans le cadre du projet sous les pavés, c'est ça, pour nous, l'adaptation au changement climatique, elle est comme proactive, c'est-à-dire qu'on souhaite agir avant des événements extrêmes et perturbateurs. Et le but, c'est vraiment d'augmenter la capacité des communautés à agir collectivement. Donc, on n'agit pas seulement sur l'environnement bâti, évidemment, dans ce projet-là. Donc, voilà, ça conclut ma présentation. Puis, je lance un petit peu une question aussi aux participants. On a des intérêts communs avec les organismes de bassin versant au Québec, avec un projet comme celui-là. C'est un petit peu l'idée comment les OBV dans chacune des régions du Québec peuvent être peut-être des collaborateurs dans les projets sous les pavés. Donc, je lance un petit peu la question. Si vous avez des éléments de réponse ou des suggestions, je serais vraiment très intéressée de les entendre. Merci. Merci Odile. Donc, je vous inviterai maintenant, là, s'il y a des questions, à lever la main grâce à l'icône en haut à droite. Si vous voulez prendre la parole, vous pourrez également activer votre micro ou votre webcam le cas échéant. Sinon, moi j'en avais déjà un peu préparé une, hein, Odile. Concernant là, où est-ce que vous en êtes en ce moment là, dans votre projet, dans sa réalisation? Est-ce que tous les sites sont déterminés? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités de collaboration dans lesquelles les OBV peuvent s'insérer ou tout autre organisme ou des municipalités qui peuvent se joindre encore à votre projet? Ben, en fait, les 7 organismes qui travailleront à faire des sites sous les pavés au Québec ont été sélectionnés.
Donc, on travaille déjà avec eux, on leur fournit de la formation, du soutien, de l'accompagnement. Ils sont en recherche de sites, ils sont bien avancés à ce niveau-là. Plusieurs ont déjà pas un engagement ferme, mais disons qu'ils sont proches de conclure une entente avec le propriétaire des sites. On est à veille aussi de signer les ententes de partenariat entre le CUM et ces organismes-là. Donc, on pourra, quand ça sera fait, annoncer aussi publiquement qui sont ces organismes et quelles sont les régions du Québec qui accueilleront des projets sous les pavés. Et, autre question, un peu, comment on peut vous suivre dans toute cette réalisation de ce projet-là? Est-ce qu'il y a un moyen, une infolette ou quoi que ce soit? Alors, il y a le site souslespavés.ca que vous pouvez consulter, qui est le site dédié au projet. On a une page Facebook aussi et un compte Twitter. Donc, je pourrais vous fournir les informations un petit peu plus tard à cet effet-là. J'aurais dû les mettre dans la présentation. Sinon, en fait, sur le site Sous les pavés, il y a une page qui s'appelle S'impliquer, où vous pouvez aussi, si vous souhaitez participer à un projet Sous les pavés dans votre région, vous ne savez pas s'il va y en avoir, vous pouvez toujours remplir un formulaire et nous, on va redistribuer cette information-là dans les régions qui sont concernées par les projets Sous les pavés. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de suivre le projet. Je pourrais vous fournir. Et maintenant, c'est votre temps, c'est votre moment. Je vous ai fait bénéficier de 2 minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je vois beaucoup, là, ou des commentaires également. Là, je crois que, comme j'avais pressenti, il y a beaucoup de parallèles à faire entre ce que les OBV ou différents organismes font dans le processus, mais il y a aussi, je crois, des choses intéressantes à voir là, du côté des outils que vous utilisez. Est-ce que tu pourrais nous clarifier peut-être certaines méthodes que vous prenez là, en matière de consultation ou de concertation? Oui. En fait, c'est ça. Quand on parle d'urbanisme participatif, il y a différents niveaux de participation. Il va y avoir l'information du public, mais il va y avoir aussi, dans le fond, l'identification des besoins. Il va y avoir aussi le développement des solutions. Donc, on travaille à différents niveaux avec les citoyens. Donc, on va organiser, par exemple, des exercices de vision où vraiment c'est de voir qu'est-ce que les gens font dans l'espace, qu'est-ce qu'ils aiment dans l'espace, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans l'espace. On peut travailler aussi à des ateliers de design citoyen. Donc là, c'est en fonction de certains paramètres et objectifs, avec un retour sur les besoins identifiés dans l'exercice de vision. On va développer des orientations d'aménagement qui pourront par la suite être mises en forme par des architectes paysagistes, par exemple, pour la production de plans et devis. Donc, c'est le type d'activité participative qu'on peut faire dans le cadre d'un projet sous les pavés. On pourrait penser aussi à un comité de validation des scénarios d'aménagement où on va pouvoir, dans le fond, valider certaines composantes du plan pour s'assurer que ça répond aux besoins du milieu. Est-ce que ces méthodes-là sont consultables en ligne? Ou Elles seront consultables en ligne sur notre site Sous les pavés prochainement, dans les prochains mois. Sinon, vous pouvez consulter la boîte à outils du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, la boîte à outils s'appelle Transformer sa ville. Donc, en ligne, vous avez accès à la majorité de nos outils d'urbanisme participatif et les outils pour les réaliser. Donc, c'est une très bonne ressource. On a une question de M. Gatier qui nous demande si les matériaux seront réutilisés, notamment l'asphalte, le pavé et la garnotte. La garnotte, oui. Pour ce qui est de l'asphalte, nous allons, oui, recommander fortement aux organismes qu'ils fassent affaire avec un contracteur qui va procéder par la suite au recyclage de l'asphalte. Donc oui, c'est prévu. Pour ce qui est de la gravelle, je ne pourrais pas me prononcer, il faudrait que j'évalue la faisabilité de la chose, mais il y a probablement moyen de recycler la gravelle aussi. Donc oui, ça sera fait, effectivement.
Il y a d'autres questions que les gens aimeraient poser. Maintenant, c'est encore le temps de profiter de la présence de Odile. Vous pouvez également là, activer votre micro là, si vous souhaitez, plutôt qu'écrire, communiquer de vive voix. Je vous sens tous bien gênés. Donc, je crois que je vais te remercier, Odile. Merci de nous avoir là, offert cette présentation-là. J'inviterai là, tous les gens aussi là, qui mettent en place des initiatives similaires à les partager, à en faire une initiative pour devenir membre de la Résalience. J'ai beaucoup aimé là, dans la présentation l'importance de l'approche multidisciplinaire pour l'implication de différents milieux pour réaliser votre projet sous les pavés. Les prochains webinaires seront annoncés via notre infolette. N'hésitez pas à vous y inscrire. C'est normalement une infolette qui est publiée mensuellement. Également, si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Je crois qu'on va également rendre disponible l'adresse de DIL. Donc, en espérant que ça ait pu vous inspirer. Et n'hésitez pas à consulter aussi notre boîte à outils. Là, on parlait de cartographie des acteurs. On a développé au ROBVQ une méthodologie puis différents outils pour vous aider à faire ça. Donc, je vous dirai à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.